Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui vendredi 24 juillet 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bon retour parmi nous, monsieur l'ambassadeur. Ravi d'être avec vous, Nima. Je voudrais commencer, monsieur l'ambassadeur, par le cas de la mer Rouge et du Yémen. Après 12 ans de pression énorme, ils ont instauré un blocus, un siège contre l'Arabie saoudite en raison de la situation en Israël. Bien sûr, la pression qu'ils exercent sur l'Arabie saoudite est considérable, car il n'y a aucun moyen pour elle d'exporter son pétrole, si ce n'est en passant par le canal de Suez, qui a lui-même ses limites. Exactement. Comment comprenez-vous la manière dont le Yémen met la pression sur l'Arabie saoudite? Et comment voyez-vous la réponse de l'Arabie saoudite à ce qui se passe? Eh bien, je pense que la manière dont on présente à l'international ce que font les Houthis et Ansar Allah n'est pas correcte. On présente les Houthis comme des marionnettes ou des agents de l'Iran. Ce n'est pas le cas. C'est une guerre des Houthis contre l'Arabie saoudite. Et elle a sa propre logique. Vous savez, pendant les 5 mois de l'assaut américano-israélien contre l'Iran, les Houthis sont restés là sans rien faire. Ce qui a provoqué cela, c'est que le gouvernement internationalement reconnu, soutenu par l'Arabie saoudite, a manifestement mené une attaque contre l'aéroport de Sanaa en essayant d'empêcher la délégation yéménite de se rendre en Iran et d'en revenir pour les funérailles de l'ayatollah Khamenei. Et les Yéménites, les Houthis, accusent les Saoudiens d'être responsables de cette attaque. C'est peut-être vrai, peut-être pas, je n'en sais rien. Mais au fond, après 4 ans de trêve avec l'Arabie saoudite, ils sont de nouveau en guerre avec le royaume. Et les Saoudiens ont fait preuve de beaucoup de retenue dans leur réponse. Enfin, ils ont évidemment dénoncé l'action des Houthis. Les Houthis imposent de fait un blocus à l'Arabie saoudite. Ce qui n'est pas clair pour l'instant, c'est de savoir si ce blocus touche quelqu'un d'autre. Autrement dit, il est clair que les Yéménites agissent contre les Saoudiens. Mais les Yéménites soutiennent-ils, en réalité, l'Iran? Certes, d'un point de vue factuel, cela accroît très considérablement le levier de l'Iran sur les États-Unis et sur le monde, parce que cela réduit encore davantage l'offre de pétrole. Et cela se produit à un moment où les capacités de stockage du pétrole arrivent à saturation. En gros, grâce à un oléoduc, l'Arabie saoudite pouvait exporter 4,5 millions de barils de pétrole par jour via Yanbu, qui est un port de la mer Rouge, à la fois ville industrielle et portuaire. Et maintenant, comme vous l'avez dit, ils sont limités à l'utilisation du canal de Suez. Cela ramène probablement ces 4,5 millions de barils à 1,5 million ou 2 millions. Cela signifie donc une réduction d'environ la moitié à 2/3 de la quantité de pétrole que les Saoudiens peuvent vendre. Et leur économie est sous pression, malgré la hausse des prix du pétrole qui sont maintenant repartis à la hausse à cause de tout cela. Donc cela nuit à l'Arabie saoudite. Quel est le contexte ici? Je pense que c'est plus compliqué qu'une simple question saoudo-yéménite. D'abord, il y a eu l'annonce américaine d'un accord nucléaire avec l'Arabie saoudite. Puis Donald Trump a, en gros, ajouté une nouvelle condition que les Saoudiens refuseront catégoriquement de remplir. Par conséquent, cet accord nucléaire n'existe plus. Nous pouvons parler de la question nucléaire si vous voulez, mais je pense qu'il est important de distinguer ce qui se passe entre les Yéménites et les Saoudiens de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, ainsi qu'entre l'Iran et les Arabes du Golfe. Je pense que la question du programme nucléaire est importante. Il y a d'abord l'aspect technique. Ils veulent avoir ce programme sur leur territoire, comme les Émirats arabes unis ont ce programme. Et Donald Trump a dit que ce serait quelque chose de similaire à ce qu'ont les Émirats. Pas d'enrichissement sur leur sol,
mais ils auraient une installation nucléaire en Arabie saoudite. L'autre point, comme vous l'avez mentionné, c'est la normalisation avec Israël, les accords d'Abraham. Ils ont dit que c'était nécessaire auparavant, vous savez. Mais il semble que dans les discussions entre les pays, il n'est pas mentionné cette condition. Et Donald Trump a ajouté autre chose. C'est davantage un commentaire sur Donald Trump qu'autre chose. D'abord, sa description de ce qui a été convenu avec les Saoudiens n'est pas correcte. Ils ont obtenu un accord bien meilleur que les Émirats arabes unis, y compris le droit à l'enrichissement. J'imagine donc que Mohammed Ben Zayed est désormais agacé contre Mohammed Ben Salman pour une raison supplémentaire. Leurs relations se sont dégradées récemment. C'est un accord très vague qui a été conclu. Il aurait suscité une forte opposition de la part de nombreux membres du Congrès américain et ses perspectives étaient donc incertaines. Mais Donald Trump a ensuite ajouté cette autre condition, la normalisation avec Israël. Pourquoi a-t-il fait ça? Je soupçonne Benjamin Netanyahou de l'avoir appelé et de lui avoir dit « Vous devez faire ça ». Cela montre donc qu'il reste la marionnette de Netanyahou et qu'il est réceptif aux intérêts israéliens. Il y a beaucoup d'ironie dans cette affaire. Si cet accord avait abouti, et ce ne sera pas le cas maintenant, il est mort, je pense, à cause du mandat supplémentaire de Trump. S'il devait aller de l'avant, les États-Unis ne seraient pas vraiment en mesure de construire un réacteur en Arabie saoudite. L'industrie nucléaire américaine est à l'agonie. Et ironiquement, la principale technologie américaine de réacteurs nucléaires, détenue par Westinghouse Electric, l'entreprise qui construit ces installations, appartient désormais à 2 entreprises canadiennes. Alors, même que Donald Trump impose des droits de douane punitifs au Canada, il donne à 2 entreprises canadiennes la possibilité de concourir pour des réacteurs nucléaires en Arabie saoudite. Vous savez, revenons un peu en arrière. Quand les États-Unis ont conclu ce qu'on appelle un accord 123 avec les Émirats arabes unis, censé ouvrir le marché aux fournisseurs américains de réacteurs nucléaires, les Émirats se sont immédiatement tournés vers la Corée. Et ce sont les Coréens, les Sud-Coréens, qui ont construit les réacteurs. Donc tout cela était déjà un peu une fraude. Pourquoi ça? Parce que les Saoudiens ont limité l'utilisation américaine de leurs installations militaires. Ils ont fait preuve d'une indépendance très mal accueillie par la Maison-Blanche de Trump. Donc au fond, je pense que l'accord nucléaire était une contrepartie. En gros, restez avec nous, on vous donnera quelque chose que vous ne pouviez pas obtenir auparavant. Et puis bien sûr, j'imagine que Mohammed Ben Salman est profondément embarrassé par le fait que Donald Trump y ajoute la question de la normalisation avec Israël. Je veux dire, les accords d'Abraham eux-mêmes sont sous assistance respiratoire. Et l'idée que l'Arabie saoudite les rejoindrait, alors que les sondages montrent que près de 100% des Saoudiens s'opposent à une normalisation avec Israël, compte tenu des mauvais traitements infligés par Israël aux Palestiniens, et alors que la position officielle de Riyad est qu'il n'y aura pas de normalisation avec Israël tant qu'un État palestinien n'aura pas vu le jour. Vous savez, c'est tout simplement absurde. Donc, je dirais que Donald Trump, d'abord, ne comprend pas ce qui a été convenu avec l'Arabie saoudite. Il n'est pas au fait des détails. Deuxièmement, il ne comprend pas la faiblesse de l'industrie nucléaire américaine. Troisièmement, il ne comprend pas que l'industrie nucléaire aux États-Unis appartient désormais à des Canadiens. Et quatrièmement, il ne comprend pas qu'Israël est maintenant empoisonné. Personne ne veut avoir de relations normales avec Israël. Et Israël lui-même est en train de se désagréger. Vous savez, enfin, nous pourrions en parler si vous le souhaitez. Je dirais simplement que, vous savez, 1/6 de la population israélienne est constituée de ce qu'on appelle
les Haredim. One-sixth of the Israeli population has been so-called Haredim, that means the ultra-Orthodox. Cela signifie les ultra-orthodoxes. Un tiers des jeunes Israéliens sont Haredim. Un tiers. Ils ne s'inscriront pas pour effectuer leur service militaire. 80 000 jeunes Haredim ont refusé de s'inscrire pour l'armée. Les femmes de la communauté Haredi, la communauté ultra-orthodoxe, n'effectuent pas le service alternatif exigé lorsqu'on ne s'inscrit pas pour le service militaire. Ils ne croient pas à la légitimité de l'État d'Israël. Ils se sont opposés à la déclaration d'indépendance d'Israël. Ils invoquent un principe religieux selon lequel la Terre sainte ne peut pas être légitimement conquise par la force. Et plus récemment, l'un de leurs érudits religieux et rabbins les plus éminents, qui est aussi porte-parole, a cité le commandement des 10 commandements. Tu ne tueras point, et a déclaré « Que fait Israël aux Palestiniens? Ils violent la loi de Dieu. » Ils sont donc profondément aliénés. En plus de ce groupe, bien sûr, il y a désormais les soi-disant jeunes des collines et d'autres colons, des colons israéliens, qui tuent des Palestiniens, frappent des personnes âgées et des enfants, et brûlent des maisons et des voitures en Cisjordanie. Et au moment même où nous parlons, Israël construit un mur pour s'approprier 70% de Gaza en vue de colonies et ne laisser aux Palestiniens qu'un tiers des terres qu'ils avaient auparavant. Alors que tout cela se passe, ce serait le moment pour l'Arabie saoudite de normaliser ses relations avec Israël. Non, non, pas du tout. Le président vient donc de démontrer une incapacité totale à négocier. Il est très doué pour l'intimidation transactionnelle, et c'est ce qu'il fait avec l'Iran. Enfin, je dirais plutôt que non. Avec l'Iran, il s'agit simplement d'une violence insensée, parce qu'il n'y a aucun objectif réalisable. En gros, le CENTCOM dit qu'il cherche à éroder la capacité de l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'il affirme faire. Mais en réalité, il attaque des cibles à l'intérieur de l'Iran, ainsi que le long des côtes. Cette explication n'est donc pas très plausible. Pendant ce temps, il érode la capacité des États-Unis à poursuivre cette guerre. Les bases que les États-Unis avaient dans le Golfe Persique sont presque toutes vides. Elles ont été détruites. Il reste encore des bases à Bahreïn, de portée limitée, mais les États-Unis ont été repoussés en Jordanie et ils finiront par être repoussés en Israël. Et lorsque si Donald Trump, qui dit qu'il va approuver une frappe contre l'Iran bien plus importante que toutes celles menées auparavant, le fera effectivement, je pense que l'Iran frappera Israël. La guerre s'étend. Les Houthis, pour leurs propres raisons, sont en guerre contre les Saoudiens. Les Saoudiens font très attention à ne pas aggraver le conflit avec les Houthis, du moins pour l'instant. Les Iraniens frappent le Koweït et Bahreïn, les 2 derniers protectorats américains dans le Golfe. La position des États-Unis en Jordanie est violemment attaquée. Tout le monde dans le Golfe essaye de conclure un accord avec l'Iran. Tous cherchent des alternatives à leur dépendance envers les États-Unis. La position des États-Unis s'affaiblit. Pendant ce temps, les militaires américains, que Donald Trump ne semble pas écouter, disent que le rythme de la guerre épuise les stocks de munitions américains et les capacités défensives du pays à un rythme alarmant. Cela affaiblit les États-Unis à l'échelle mondiale et les prive de leur capacité à faire face à d'autres défis ailleurs. C'est donc une très mauvaise prestation du président et il n'a aucune perspective de succès. Il est plus impopulaire que jamais aux États-Unis. Israël l'est aussi, et cette guerre également. En ce qui concerne l'attaque contre le Yémen, contre l'aéroport international de Sanaa, c'est assez étrange d'une certaine manière. D'un côté, si l'on regarde les États-Unis et l'Arabie saoudite, prenons d'abord l'Arabie saoudite,
Ils utilisaient la mer Rouge pour exporter du pétrole. Ils savaient que le détroit d'Ormuz avait ses propres difficultés, le détroit est en quelque sorte fermé, et la guerre s'y déroule. Et de l'autre côté, on voit leur attaque arriver. Ils attaquent l'aéroport international de Sanaa. Axios a rapporté que les États-Unis, Donald Trump, soutenaient cette attaque. Et quand on regarde la situation dans le détroit d'Ormuz, on voit la même chose. Donald Trump ne va pas tirer profit d'un nouveau conflit avec le Yémen. Il ne veut pas de ça. Il a commencé ça en 2025. Il a dit qu'on allait quitter la mer Rouge, qu'il n'allait nous causer aucun problème. Donc, intervenir, avoir déjà ce problème dans le Golfe Persique et attaquer de nouveau le Yémen, en quoi cela bénéficierait-il aux États-Unis? En quoi cela bénéficierait-il à l'Arabie saoudite? C'est tellement étrange à comprendre, parce que je ne vois rien, aucune réflexion stratégique. Si l'on part du principe que ces deux pays se soutiennent pour attaquer le Yémen. No, there is no strategic rationale. Non, il n'y a aucune logique stratégique derrière ça. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je soupçonne que l'attaque contre l'aéroport de Sanaa a été menée par le gouvernement yéménite, soutenu par l'Arabie saoudite, soi-disant reconnu internationalement, et non directement par les Saoudiens. Et je ne sais pas comment cela s'est produit, parce que du point de vue saoudien, cela n'a aucun sens de risquer la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb, qui est désormais fermé à leur navigation. Autrement dit, les cargaisons qui entrent dans le détroit de Bab el-Mandeb et qui sont destinées à un port saoudien, disons le port de Jizan, de Jeddah ou de Yanbu, ne seront pas autorisées à entrer. Et les pétroliers saoudiens chargés de pétrole essuieront des tirs s'ils tentent de s'échapper par le sud, en passant par le détroit de Bab el-Mandeb. Donc, cela n'a absolument aucun sens. Vous avez évoqué plus tôt la campagne américaine contre les Houthis, qui s'est terminée avec des États-Unis n'ayant pratiquement rien accompli, déclarant la victoire et repartant. Et je pense que c'est un précédent pour la guerre avec l'Iran, parce qu'il n'y a désormais aucune perspective, absolument aucune, de solution négociée à cette guerre. D'abord parce que, comme je l'ai dit, Donald Trump ne sait pas négocier. Tout ce qu'il sait faire, c'est intimider. Et l'intimidation ne conduira pas à une capitulation iranienne, qui est ce qu'il exige. Le détroit d'Ormuz restera sous contrôle iranien. La manière dont l'Iran exercera ce contrôle sera importante pour son rôle régional. Il sera important de voir s'il intègre d'une manière ou d'une autre les Arabes du Golfe dans cet arrangement et s'il prend en compte leurs intérêts autant que les siens. Mais nous n'en sommes pas encore là, et nous n'y arriverons pas à la table des négociations. Surtout parce que les négociateurs américains, Witkoff et Kushner, ne sont ni fiables ni dignes de confiance. Ils sont amateurs et inefficaces. Il n'y a donc aucune perspective autre qu'une issue militaire. Et cette issue militaire sera probablement fortement influencée par l'épuisement des munitions et des capacités défensives américaines dont j'ai parlé. C'est un sujet de profonde préoccupation pour l'armée américaine. Elle commence à faire fuiter ses plaintes dans la presse. Donald Trump a donc une nouvelle série de problèmes sur son bureau. Ses militaires ne sont pas très impressionnés par lui. Are not very impressed with him. But I don't think there is any strategy here at all. Mais je ne pense pas qu'il y ait la moindre stratégie ici. Et encore une fois, je dirais que le conflit entre les Houthis ou Ansar Allah et les Saoudiens est vraiment ancré dans les intérêts yéménites, dans l'histoire du Yémen, dans l'histoire des relations de l'Arabie saoudite avec le Yémen, et dans les divisions entre les Yéménites eux-mêmes. Je veux dire, le Yémen a toujours été un pays profondément divisé, et à différentes périodes, il a eu plusieurs régimes, deux gouvernements différents ou davantage. C'est aussi le cas aujourd'hui. Donc cela non plus ne va pas se résoudre.
Et je ne pense pas que les États-Unis disposent de suffisamment de force pour pouvoir s'opposer aux Houthis. Je ne pense pas non plus que les Saoudiens veuillent s'opposer aux Houthis, parce qu'ils voudront conclure un accord avec eux. Alors, nous verrons ce qui se passe. Mais je suis d'accord avec vous. Il n'y a absolument aucune logique stratégique à mon rapport. I agree with you. There's no strategic rationale for this at all. Il y a 2 jours, nous avons entendu Smotrich dire qu'Israël n'était pas intéressé à s'impliquer dans le combat entre l'Iran et les États-Unis. C'est le combat, c'est la guerre qu'ils ont commencé. Et là, on a l'impression qu'ils n'ont pas tellement intérêt à s'y impliquer. Quand on regarde le comportement d'Israël, la guerre s'aggrave parce qu'ils attaquent des centrales nucléaires. Et puis, vous savez, il y a eu des attaques contre des usines de dessalement et des centrales électriques. Des réseaux électriques ont été attaqués. Et sur le champ de bataille, l'intensité a diminué par rapport à ce qu'elle était pendant les 40 jours. Mais les cibles, elles, deviennent de pire en pire. Right. And so basically, C'est ça. if you look at this, Donc, en gros, si vous regardez les choses objectivement, en laissant l'Iran de côté, tous ceux qui sont associés aux États-Unis ont un problème. Parce que les États-Unis font des choses provocatrices et qui risquent de nuire fondamentalement à leurs intérêts. Donc, M. Smotrich, que je n'admire pas, n'est pas un homme stupide. Il comprend que si Israël retourne dans ce combat, il va subir de lourdes pertes. Et je suppose qu'il tient compte des dégâts que l'Iran a infligés à Israël lorsqu'ils échangeaient des tirs, des dégâts très considérables. Vous savez, Israël comme les États-Unis ont essayé de dissimuler les dégâts de combat causés par l'Iran. Une chose très ironique. Le jour même où le président Trump assiste à l'arrivée de 4 militaires blessés venant de Jordanie, les soldats américains morts, le Pentagone les retire de la liste des morts. Il y avait donc 18 morts américains reconnus par le Pentagone, ce qui, à mon avis, est un mensonge. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qui sont morts de leurs blessures, mais pas directement sur le champ de bataille. Il y en avait 18, puis soudain ces 4 ont été retirés, parce qu'ils ont dit « Eh bien, ils sont morts pendant le cessez-le-feu ». Donc, ils ne sont pas morts pendant la guerre. Et vous savez, c'est ridicule. Et nous refusons tout simplement de regarder la réalité en face. Et je pense qu'on a vu une escalade dans cette guerre. Elle a commencé par des pertes de vie iraniennes, notamment un grand nombre d'écolières, ainsi que par la destruction d'équipements et d'infrastructures en Iran, y compris d'infrastructures militaires. Comme vous l'avez dit, elle s'est maintenant étendue aux infrastructures civiles iraniennes. Des ponts, des usines, des centrales électriques et même des usines de dessalement. Et en réponse, l'Iran riposte. Il commence désormais à tuer des soldats américains. Les pertes humaines du côté américain, qui étaient négligeables, commencent donc à augmenter. Et s'il y a effectivement un échange apocalyptique du genre de celui que promet Donald Trump, je pense qu'il y aura beaucoup de militaires américains morts et beaucoup plus d'équipements détruits. Alors, qui a la maîtrise de l'escalade ici? C'est une guerre d'usure. Les États-Unis ne sont pas en train de gagner cette guerre d'usure. Ils dépensent des munitions à un rythme qui ne peut pas être maintenu. L'Iran a suffisamment de munitions pour faire ce qu'il doit faire, et il n'est pas à court de munitions. Donc si c'est un concours, un jeu entre deux parties, pour voir qui peut retenir son souffle le plus longtemps, l'Iran peut retenir son souffle plus longtemps que les États-Unis. Ce n'est pas une situation prometteuse, du point de vue d'Israël, des Arabes du Golfe ou des États-Unis, à aucun égard. Et ce n'est pas fini. Et ça ne va pas se terminer à la table des négociations. Depuis le début de la guerre, nous avons vu des images de manifestations à Bahreïn, parce que l'Iran attaquait Bahreïn.
des Bahreïnis sont descendus dans la rue en disant « Qu'est-ce qu'on fait dans cette guerre ?» Mais Bahreïn est différent, d'une certaine manière. La majorité est chiite et les dirigeants sont sunnites. S'agissant du Koweït, ces 2 derniers jours, nous assistons à la même attitude. Des Koweïtiens descendent dans la rue et manifestent. Il semble que les États-Unis, que la politique de l'administration Trump, soit en train de transformer la situation de ces pays qui sont considérés ou étaient considérés comme des alliés des États-Unis en Asie occidentale. Et la manière dont l'Iran frappe le Koweït, plus de 70% de ses missiles et drones atteignent le Koweït et détruisent pratiquement tout. Car, selon la compréhension iranienne, toutes ces armes sont déplacées partout au Koweït. C'est pourquoi ils doivent frapper plusieurs zones du Koweït. Oui, donc en gros, ce que vous observez, c'est une prise de distance prévisible vis-à-vis des États-Unis de la part des populations de ces pays. À Bahreïn, comme vous le dites, c'est facile à comprendre parce qu'il y a depuis longtemps une confrontation avec la majorité chiite. Elle est d'ailleurs très similaire aux zones à majorité chiite de la province orientale de l'Arabie saoudite. Ce sont des populations semblables, liées à la fois par la parenté et par la religion. Et cela a donc toujours beaucoup préoccupé les Saoudiens. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont traité Bahreïn comme une filiale détenue à 100%. En gros, ils l'ont financé et lui ont accordé une certaine marge de manœuvre. La chaussée du roi Fahd, qui relie Dammam à Bahreïn, a peut-être été endommagée lors des échanges de tirs. Les Saoudiens ont utilisé Bahreïn comme un lieu pour se défouler, parce qu'on peut y boire de l'alcool, et ainsi de suite, alors qu'autrefois en Arabie saoudite, ce n'était pas possible. C'est donc une relation très particulière. Autrement dit, je ne pense pas que les Saoudiens soient en mesure, même s'ils le veulent, de dire aux Bahreïnis « Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des bases américaines sur votre territoire. » Jusqu'à présent, leur position était « D'accord, une base américaine à Bahreïn signifie que nous n'avons pas besoin d'avoir une base sur notre territoire. » Donc cet arbitrage devient difficile. Avec le Koweït, c'est différent. Le Koweït, vous employez le mot allié. Moi, je dirais que le Koweït est un État protégé par les États-Unis. Nous l'avons libéré de l'Irak lorsque Saddam Hussein l'a annexé avec la coalition saoudienne. Nous avons organisé une coalition sous l'égide des Nations Unies et nous avons libéré le Koweït. Les Koweïtiens nous en ont été très reconnaissants et les relations ont été cordiales. Les Koweïtiens ont aussi accueilli favorablement les troupes américaines en partant du principe que, tout comme nous avions libéré le Koweït, nous le défendrions contre ses ennemis, en particulier contre l'Irak, qui ne s'est pas pleinement réconcilié avec l'indépendance du Koweït. Je ne pense pas que l'Iran ait l'ambition de prendre le contrôle du Koweït. Mais du fait de la présence américaine, vous voulez dire l'Irak? Pardon, non. Je ne pense pas que l'Iran ait l'ambition de s'emparer du Koweït, alors que l'Irak, lui, l'a. Historiquement, il considérait le Koweït comme sa 19e province. Quoi qu'il en soit, les Koweïtiens paient aujourd'hui un lourd prix pour leur association avec les États-Unis, et il n'est pas surprenant que beaucoup d'entre eux s'y opposent. La question est donc la suivante. Peut-on se permettre d'avoir une base américaine sur son territoire? Et sur le plan stratégique, est-ce avantageux, ou bien est-ce une invitation au désastre? C'est désormais une question brûlante dans la politique de Bahreïn comme du Koweït. Et je pense que c'est aussi le cas ailleurs dans le Golfe. Bien sûr, les pays du Golfe, les pays arabes du Golfe sont très particuliers. Au Koweït, une très grande partie de la population est ce qu'on appelle bédouine. Cela veut dire sans citoyenneté, sans aucun statut, ils sont apatrides.
Aux Émirats, seulement environ 1 personne sur 10 est émirassi. Les autres sont pakistanais, indiens, sri-lankais, philippins, somaliens, kenyans, enfin, peu importe. Et au Qatar, je crois qu'environ 1/5 de la population est réellement qatari. Cela a donc donné à ces gouvernements une certaine marge de protection, parce que la majorité de la population ne s'engage pas en politique. Elle est en dehors de tout cela. Mais je pense qu'on commence à voir une réaction face au danger que leur impose la présence des États-Unis, ainsi que la volonté américaine d'entrer en guerre contre l'Iran à la demande d'Israël. Et je pense que certains Israéliens, y compris M. Smotrich, voient le même problème. Si vous êtes alliés aux États-Unis et que les États-Unis agissent de leur côté sans vous consulter, vous risquez d'en payer le prix. Alors, bien sûr, M. Smotrich ambitionne d'expulser tous les Palestiniens, pas seulement de Gaza, mais aussi de Cisjordanie, et d'annexer le sud du Liban ainsi que des parties de la Syrie. Il le dit très ouvertement. Et je pense qu'il voit bien que le soutien américain à ce projet de Grand Israël disparaît rapidement et se trouve gravement menacé. Nous avons maintenant eu 103 membres de la Chambre des représentants qui ont voté pour interrompre l'aide à Israël. Israël a investi, le ministère des Affaires stratégiques a, semble-t-il, investi 100 millions de dollars supplémentaires dans une campagne visant à améliorer l'image d'Israël aux États-Unis. Ça ne fonctionne pas. M. Ben-Gvir, M. Smotrich ne peuvent pas entrer aux États-Unis pour des raisons de sécurité. Nous avons un problème en ce moment. Lindsey Graham, qui a été, désolé de le dire, une sorte de prostituée politique au cours de sa carrière, a des funérailles et Netanyahou veut y assister à Washington. Si Netanyahou va à Washington, il verra Donald Trump. Mais peut-il se rendre à Washington en toute sécurité dans les circonstances actuelles? Le maire de New York a menacé de l'arrêter avant de conclure qu'il n'avait pas l'autorité légale pour le faire. Quels sont les risques juridiques pour M. Netanyahou, accusé de crimes de guerre? Quels risques court-il en venant aux États-Unis dans les circonstances actuelles? Comment cela entre-t-il dans ses calculs politiques? Il a fait carrière dans la politique israélienne en prétendant avoir une compréhension unique de la manière de gérer les États-Unis et de les manipuler. Et de fait, je pense qu'il a démontré qu'il avait une énorme capacité à manipuler la politique américaine. L'a-t-il encore? S'il perd cette réputation, quelle est encore sa légitimité à être Premier ministre après tous les désastres qu'il a causés à Israël? Le désastre du 7 octobre, la sortie du Hamas hors du camp de concentration de Gaza, désormais réduit à une prison. Un tiers des Palestiniens restants concentrés dans une petite zone, tous les Palestiniens restants concentrés dans une zone qui fait environ un tiers de la taille de celle où ils se trouvaient auparavant, et des guerres sans fin, des divisions au sein de la société israélienne, de graves dommages à la démocratie israélienne, c'est-à-dire à la démocratie juive en Israël. Quel est son argument pour rester en fonction? Je pense que oui. Je pense que c'est une décision difficile pour lui et pour les États-Unis s'il décide d'aller aux funérailles de Lindsey Graham. Et donc, Mike Huckabee a affirmé que sans Israël, il n'y aurait pas d'Amérique. Voici ce qu'il a dit. Regardez, c'est sur le peuple juif que le christianisme s'est construit. C'est sur le fondement judéo-chrétien que la civilisation occidentale s'est bâtie. S'il n'y avait pas eu de civilisation occidentale, l'idée du caractère sacré de l'individu, d'où viendrait-elle? Du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Où cette idée a-t-elle été mise en pratique dans le gouvernement? Était-ce dans la Rome antique? Non. Dans la Grèce antique? Non. Dans l'Empire ottoman? Non. Il y a eu un seul fondement d'où est venue cette idée incroyable et révolutionnaire, à l'origine de l'Amérique.
la compréhension judéo-chrétienne du caractère sacré de l'individu, de la dignité, de la valeur de chaque personne, et du fait que les droits de chacun sont un don de Dieu et non d'un quelconque gouvernement. S'il n'y avait pas eu d'Israël, il n'y aurait jamais eu d'Amérique. Eh bien, c'est un fanatique qui parle. Je suis surpris qu'il n'ait pas mentionné que l'islam a lui aussi ses racines dans le judaïsme. Vous savez, il aurait dû le mentionner. Le judaïsme a été, le monothéisme inventé par le judaïsme a inspiré à la fois l'islam et le christianisme. En fait, l'islam est bien plus monothéiste que le christianisme. Donc, je ne suis pas sûr de ce qu'il veut dire. D'ailleurs, il est tout à fait vrai que le christianisme a joué un rôle majeur dans le développement de la culture occidentale, mais il a aussi contribué à la freiner. Et rappelons-nous qu'avant la Renaissance, déclenchée par le retour des connaissances grecques et romaines, d'où venaient-elles? De la Bayt al-Hikma à Damas, en passant par l'Espagne et la Sicile. Roger de Sicile, le souverain normand de Sicile, parlait couramment arabe, ainsi que le français normand, et probablement une forme quelconque d'italien. Et il a traduit les documents romains en latin. Pour ce crime, il a été qualifié d'antéchrist par le pape de l'époque. Alors, qu'est-ce qui a fondé la civilisation occidentale? Je pense que c'est matière à débat. Évidemment, M. Huckabee n'est pas d'accord avec moi sur ce point. Mais je dirais que, si l'on se demande pourquoi l'Europe a traversé une période appelée les âges sombres, cela tient en grande partie à l'interdiction de la science et de la technologie par le christianisme, ainsi qu'à la perte des savoir-faire des Grecs et des Romains, à leur réfutation, à leur remplacement par des théories sur une terre plate et d'autres idées étranges. Des idées qui, soit dit en passant, ne se sont pas transmises à l'islam. Je veux dire, Ibn Khaldoun connaissait parfaitement la courbure de la terre. Je pense donc qu'il a une vision très fausse et superficielle de l'histoire. Et même si je suis très reconnaissant pour l'héritage judéo-chrétien islamique, c'est bien un héritage judéo-chrétien islamique, pas seulement judéo-chrétien. En regardant l'ensemble des ambassadeurs américains aujourd'hui, sous l'administration Trump, ainsi que Marco Rubio, je dirais, il a récemment rencontré Lavrov à l'ASEAN. Est-ce que vous voyez? Vous avez été ambassadeur. Vous connaissez la diplomatie des États-Unis. Vous avez fait partie du système. Vous connaissez le système de l'intérieur. Que se passe-t-il dans la politique étrangère des États-Unis, sous Rubio et son administration? Il ne se passe rien entre les États-Unis et la Russie, rien entre l'Iran et les États-Unis, ni même entre les États-Unis et leurs alliés, où que ce soit. Eh bien, les États-Unis subissent quelque chose de très semblable à la grande révolution culturelle prolétarienne en Chine. Cette révolution culturelle, au cours de laquelle la bureaucratie a été mise à mal par des foules, c'est très parallèle à DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale. Des gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, ni de ce qu'ils détruisaient, et qui ont gravement entamé la confiance dans le gouvernement des États-Unis dans tous les domaines. En matière d'affaires étrangères, tout le système est défaillant. Il n'y a plus aucun rôle de coordination du Conseil de sécurité nationale dans l'élaboration des politiques. Marco Rubio est censé être le conseiller à la sécurité nationale. Mais cette organisation ne sert qu'à manipuler l'opinion publique américaine sur la politique étrangère. Le département d'État a été démantelé. Un très grand nombre de personnes ont été licenciées, d'autres sont parties. Il n'y a plus de diplomatie à proprement parler. Vous dites donc que ça fait partie du système. Oui, ça en faisait partie. Ce système est mort. Et je pense que l'administration Trump se vante de l'avoir tué. Mais le résultat,
c'est une absence totale d'efficacité dans les relations internationales. Regardez ce que Donald Trump vient de faire. Il vient de déclarer une guerre économique à 60 pays avec de nouveaux droits de douane. Il a déclaré une guerre économique au Canada. Pour quelle raison? Quelque chose en rapport avec un pont entre Detroit et l'Ontario. Something to do with a bridge between Detroit and Ontario. There is no strategy. Il n'y a pas de stratégie. Il y a de la mesquinerie. Il y a de la réaction. Il n'y a pas de jugement réfléchi. Tout est tactique, spontané, irréfléchi. Et le résultat, c'est que les États-Unis sont au fond isolés à l'échelle mondiale. Pas seulement sur des sujets où nous étions déjà isolés, comme l'embargo contre Cuba, dont seuls 2 pays ont voté le maintien, les États-Unis et Israël. Israël l'a fait pour rendre service aux États-Unis, pas parce qu'il croit en cette politique. Même l'Ukraine s'est abstenue, vous savez, sur cette question. Donc, nous sommes isolés sur certains sujets depuis un certain temps. Nous sommes certainement isolés sur la question d'Israël. Nous avons dû utiliser notre droit de veto, je ne sais pas, près de 50 fois, je crois, pour protéger Israël des conséquences juridiques de son comportement. Alors, vous savez, on pourrait dire, si vous voulez, puisque vous êtes d'origine iranienne, que c'est un peu comme la révolution islamique en Iran. Elle a tout bouleversé. Vous savez, l'Iran, qu'on apprécie ou non le gouvernement du Shah, disposait d'un service diplomatique efficace. La SAVAK était redoutable en matière de collecte de renseignements. Il a fallu assez longtemps à la République islamique, qui avait détruit tout cela, pour le reconstruire. Et vous savez, j'étais à Pékin lorsque le passage de relais a eu lieu entre la vieille garde et ses remplaçants, de fervents révolutionnaires islamistes. L'Iran était très isolé et très mal servi par cette transition. Non, en fait, je dirais qu'aujourd'hui, nous voyons un Iran qui a retrouvé ses compétences. Elle s'est montrée très efficace dans son affrontement avec les États-Unis, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan diplomatique. C'est un pays sérieux sur le plan diplomatique. On ne peut plus en dire autant des États-Unis. Cela étant dit, en tant qu'Américain, je trouve profondément affligeant de voir notre République mise en pièces de cette manière. J'ai confiance dans notre capacité à faire renaître une nouvelle structure. Les États-Unis en tant que République sont peut-être en train de disparaître, mais un nouvel ordre émergera parmi le peuple américain qui compte 340 millions de personnes. Nous resterons un acteur majeur de la politique mondiale. J'espère que nous retrouverons le désir et la capacité de contribuer à la paix et au développement dans le monde, plutôt que de les détruire. Mais en ce moment, nous semons le chaos partout et il n'y a aucune cohérence. Et je reviens à l'accord nucléaire saoudien qui en est un parfait exemple. Des négociations menées par des amateurs, un accord qui est mal présenté au président ou qu'il ne comprend pas, et auquel il ajoute des conditions supplémentaires sans en discuter avec les Saoudiens. On ne peut pas traiter avec un gouvernement qui se comporte de cette manière. Et c'est pour cela que l'Iran, la Russie, les Palestiniens et d'autres ont conclu qu'il ne sert à rien de négocier avec les États-Unis. Votre propre pays, le Brésil, je pense, est arrivé à la même conclusion. Alors qu'est-ce que cela dit du système? Le système n'existe plus. Le problème, monsieur l'ambassadeur, avec la guerre entre l'Iran et les États-Unis, c'est qu'elle ne peut pas se dérouler comme celle dont nous sommes témoins en Ukraine. Nous approchons de 5 années de guerre entre les deux camps. Non, les États-Unis n'ont pas la capacité de mener une guerre de cette durée contre l'Iran. Autrement dit, les États-Unis vont devoir faire le choix que certains, dans l'administration Trump,
et d'autres avant eux préconisent, à savoir se tourner vers l'Asie ou non. Si vous pensez vraiment que l'enjeu principal, c'est la compétition des États-Unis avec la Chine, ce qui, soit dit en passant, est selon moi une erreur, alors nous ne pouvons pas nous permettre une confrontation indéfinie avec l'Iran, ni l'épuisement de notre puissance militaire dans un conflit stérile avec l'Iran. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous aliéner le monde entier en bloquant ses approvisionnements en pétrole. Parce que, soit dit en passant, nous sommes partenaires de l'Iran dans le blocage du détroit d'Ormuz. Et le monde le sait. Et ce n'est pas une réponse au contrôle iranien du détroit, un contrôle que l'Iran semble disposé à exercer de manière responsable. Donc c'est pas viable. Il y a une citation célèbre d'Erbstein qui a servi, je crois, sous l'administration Carter. Il disait que sa mère lui avait appris que si quelque chose ne peut pas durer éternellement, alors tôt ou tard, cela s'arrêtera. Et je pense que c'est précisément le point ici. Oui. Si c'est bien cela, monsieur l'ambassadeur, que se passe-t-il avec Donald Trump et ses attaques incessantes? J'ai l'impression qu'il veut détruire autant qu'il le peut avant, vous savez. S'il n'arrive pas à obtenir un accord, alors sa réponse, c'est oui, faire le plus de destruction possible. Si l'autre camp ne veut pas s'agenouiller et se soumettre à ses dictats, alors il faut le meurtrir, le malmener, le mettre KO. Après tout, il a dit qu'il détruirait la civilisation iranienne, n'est-ce pas? Je veux dire, quel genre de mentalité est-ce là? Indépendamment même du fait que c'est impossible, qui aspire à détruire des civilisations? Je pense que la dernière personne à avoir décidé de faire ça, c'était Gengis Khan. Mais Gengis Khan était un génie. Je ne suis pas certain de retrouver les mêmes qualités chez Donald Trump. En fait, Gengis Khan, à cause de lui, il a changé la langue du peuple. Il a forcé le peuple, je ne sais pas si on peut vraiment parler de contrainte, mais il a convaincu les gens en Inde de parler persan. C'est exact. Eh bien, son descendant, Tamerlan, Timur, a tué des millions d'Indiens, et son nom n'est pas gardé en bon souvenir en Inde, mais il parlait persan, il venait d'Afghanistan. Et le Dari, donc, oui, non, Gengis Khan a fait beaucoup de choses, en fait certaines étaient très bonnes. Il a créé un immense empire où les échanges culturels entre les peuples étaient intenses. La Perse était reliée à la Chine à la Russie à l'Inde. Enfin, tout cela a été une immense expérience d'échange culturel. Mais ça a commencé par des meurtres de masse et un génocide. Et vous savez, les Hazaras d'Afghanistan sont les descendants de Gengis Khan. Ils représentent 20% des Afghans. Mais Donald Trump n'a ni les connaissances en matière d'art de gouverner, ni la capacité politique de rassembler, ni le génie militaire qu'avait Gengis Khan. Et donc, tout ce que les gens disent à son sujet, je sais qu'il affirme être un génie très stable, mais je ne vois pas beaucoup de signes de stabilité, encore moins de génie. À l'instant, monsieur l'ambassadeur, Donald Trump a dit qu'il allait. Vous vous souvenez, il a dit « Je vais mettre en place un nouveau mécanisme dans cette guerre commerciale, avec des droits de douane de 20%. » Puis il est revenu et a dit « Non, je ne vais pas faire ça. Ils vont investir aux États-Unis. Ils vont nous payer ce que nous dépensons pour cette guerre. » Et hier, il a dit « Je vais utiliser les avoirs iraniens gelés pour financer le coût de cette guerre. » Non, je veux dire, il ne pourra rien faire de tout ça. Ce qui va se passer, je pense, c'est que le fonds de 300 milliards de dollars qui figurait dans le mémorandum d'entente, ou plus exactement, le mémorandum de malentendu entre l'Iran et les États-Unis, cette somme d'argent ou quelque chose d'approchant sera investie par les Arabes du Golfe, non pas aux États-Unis,
mais en Iran, dans la reconstruction de l'Iran. Parce que lorsque cette guerre sera terminée, tout le monde dans la région devra aider les autres à se relever. Et si vous pouvez gagner de l'argent en le faisant, ce qui est possible si vous investissez dans les bons secteurs en Iran, ainsi que de l'autre côté du Golfe Persique, alors vous le ferez. Les gens sont motivés, qu'ils soient chiites ou sunnites, qu'ils parlent farsi ou arabe, ils sont motivés par l'argent. Et vous savez, j'ai toujours aimé cette expression chinoise. Vous savez, Confucius, qui était un penseur éthique très sérieux, a été interrogé par ses disciples. Quelle est la nature de l'homme? Il a répondu, la gloutonnerie et la luxure. Mais il a oublié la cupidité, qui est au moins aussi puissante. À part ça, il était assez complet. Donc je pense que, vous savez, une fois cette guerre terminée, la région sera fondamentalement transformée. Et je ne pense pas que qui que ce soit dans la région ait une autre option que de faire la paix les uns avec les autres. Et si Israël était intelligent, il les rejoindrait. J'ai parlé tout à l'heure des divisions en Israël. Des dizaines de milliers d'Israéliens émigrent. Et qui émigrent, ce sont les meilleurs et les plus brillants. Ce sont ceux qui sont essentiels à la suprématie technologique d'Israël dans la région. Ce qui reste, ce sont les Haredim, qui sont peu instruits et incompétents sur le plan technologique, ainsi que des colons principalement tournés vers la violence contre les Palestiniens. Et Israël dépérit. Il doit faire un choix. Si elle choisit de faire la paix avec ses voisins, elle a une chance de survivre. Sinon, les pressions qui pèsent sur elle, la tension qu'elle subit, mettront fin à un autre royaume juif dans la région. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. J'ai toujours plaisir à vous parler et à vous écouter. Vous posez d'excellentes questions, alors continuez comme ça. Merci.